Voici les pires moments de l'histoire de la bourse et on va voir les dégâts que ça aurait fait si on était investi. Moi c'est Matt, le CEO de Bay-Tree Capital, une société qui aide les particuliers et les entreprises à investir en bourse de manière peu conventionnelle. On entend partout dire qu'il faut investir sur les marchés financiers et qu'on peut s'attendre à environ une moyenne à 10% par an. Mais regardez ce que ça fait 10% par an en moyenne. C'est qu'il y a des années très rouges et des années très vertes. Ici, je vous ai recensé les meilleures années. Donc, on peut avoir, voilà, comme en 1928, une année à plus 37%, plus 46%, plus 30%. Mais les pires années aussi ont fait très mal. Donc, on a moins 47% en 1931. En 37, on a 38%, moins 38%. Après, on a moins 29%, moins 23%. Et moins 19% ici, et en 2008, moins 38%, donc c'était récent, c'était pas qu'il y a une guerre mondiale comme à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'attend à une moyenne de 10%, mais il faut aussi s'attendre à voir son portefeuille varier de moins 40%, voire moins 50%, parce que c'est des années qui ont clôturé à moins 40%, mais on peut avoir même des variations de bien plus que ça. Et c'est vrai qu'il faut être vraiment sûr de son coup et être sûr de sa stratégie si on veut ne rien toucher. Parce que quand on a des années comme ça très très négatives, alors ça veut dire que dans le monde réel, il se passe quelque chose d'assez grave. Et c'est très dur de ne pas réagir aux news et de suivre un plan d'achat par exemple. Ça m'étonnerait que vous ayez des plans de vente si vous faites de l'investissement long terme. Vous aurez le plan de vente bien plus tard dans votre carrière. Ça c'est un extrait de ma formation pour vous aider à investir plus confortablement. Je vous ai mis une illustration de ce que ça donne sur un graphique et vous voyez ici qu'on a eu quand même 13 ans de ça fait rien du tout pendant les années 2000 et les années 2013. Donc du coup, c'est vrai qu'une période comme ça, si on n'a pas de stratégie solide et qu'on panique parce que sur les news on nous dit que c'est la fin du monde, je pense qu'on s'en sort pas indemne. Moi, j'étais pas là dans les marchés financiers à cette époque-là, mais je pense que si j'avais pas eu de stratégie costaud, je m'en serais pas sorti indemne. C'est-à-dire que j'aurais paniqué, j'aurais vendu au plus bas, j'aurais sûrement acheté au plus haut en panique parce que ça commence à remonter et finalement ça se recrache et au final on est perdu et le dernier crash, je pense qu'il nous achève et potentiellement on est vacciné, on veut plus entendre parler de la bourse et c'est fini à tout jamais. Alors ça s'est passé un peu de la même façon au Covid, c'est reparti très rapidement. Mais si on n'a pas de stratégie long terme et qu'on est un peu perdu, on fait des trucs un peu au pif, ça va très bien quand ça monte, mais quand ça commence à stagner, voire se cracher, là c'est différent. On voit quand même qu'on a eu une période avant ça de 17 ans de progression sur la bourse. Donc là, on rattrape largement toutes les pertes normalement qu'on a faites avant si on n'a pas vendu, parce que là, il faut savoir que même quand ça monte, on a tendance à vouloir vendre parce qu'on se dit « Ah, mais ça va se cracher, j'ai déjà trop souffert, et il faut que j'arrête tout maintenant. » Et on voit qu'avant ça, on a eu une période de 17 ans pareil où ça a stagné. Donc c'est-à-dire que si on met notre argent ici, il faut attendre tout ce temps-là pour qu'on le voit progresser, quoi. C'est incroyable, ça fait vraiment mal au moral, quoi. Et avant ça, on a eu 16 ans de trend upward, ça veut dire que le marché a progressé. Et on voit qu'environ, on a à peu près la même périodicité. Alors là, ça continue à progresser, mais jusqu'à quand? On ne sait pas. Personne ne peut le dire. Peut-être que ça va faire le double. C'est pas parce que dans le passé, ça s'est passé d'une manière que ça va se reproduire dans le futur. Alors là, c'était le pire, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu 19 ans de marchés qui ne font rien. C'est-à-dire, on met notre argent ici, on le voit se faire cracher, après ça remonte, on est euphorique, sûrement qu'on rajoute un peu plus là, au final ça redescend. Enfin, rebolote, comme vous l'avez vu dans les 3 périodes que je vous ai montrées ici. Donc c'est pas top si on n'a pas de stratégie. Après, ceux qui avaient une stratégie, ils ont dû sûrement se gaver. Et la stratégie, ça peut être juste d'investir chaque mois, ou alors avoir des outils qui nous permettent d'investir dans les creux. Et comme ça, on peut avoir une chance de plus de faire des profits assez rapidement et plus conséquents. Les connaisseurs vont me dire, mais attends, mais le S&P 500, donc c'est le graphique en vert ici, n'existe pas depuis autant d'années. Et effectivement, il a raison celui qui se dit ça. Mais ici, je vous ai mis la différence entre le Dow Jones, donc l'indice le plus vieux du monde, et le S&P 500, sur la référence que je vous ai juste montré à l'instant. Ici, le S&P 500 a été créé en 1957. Et on voit que le Dow Jones a été créé en 1896. Donc j'aurais pu prendre ça en exemple. Mais je trouve que le S&P 500 est bien plus pertinent car il prend en compte les 500 entreprises
pondérés par capitalisation, alors que le Dow Jones reprend que 30 entreprises pondérées par le prix. Et le prix, on peut le manipuler entre guillemets. La capitalisation, c'est juste le prix affiché fois le nombre d'actions émises. Donc je ne veux pas vous perdre, mais en gros, la capitalisation a bien plus de sens pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris cet indice-là pour faire ce petit schéma. Et en fait, le trick, c'est juste qu'il y a un petit malin qui s'est dit, je vais remonter dans le temps et faire comme si un S&P 500 existait déjà pour pouvoir afficher quelque chose et qu'on arrive à faire des calculs dessus. Mais c'est vrai qu'il a commencé à être coté en 1956 ou 57. Donc du coup, on ne peut pas être sûr à 100% que c'était ça à l'époque, mais on peut avoir une bonne estimation de ce qu'était le S&P 500. Pour mettre ça en perspective, je vous ai mis ici, donc c'est le graphique de tradingview.com, et voilà, l'introduction du S&P 500 a été faite ici. Et vous voyez qu'en fait, le Dow Jones est similaire au S&P 500. Ici, je vous ai mis en blanc la différence entre le S&P 500 en pourcentage et le Dow Jones. Donc, si la charte monte, ça veut dire que le S&P 500 est meilleur que le Dow Jones. Et si elle descend, ça veut dire que le Dow Jones est meilleur que le S&P 500. Et vous voyez que le S&P 500 a une tendance plutôt haussière comparée au Dow Jones. Pour plus de précision, pour savoir combien on aurait perdu si on avait investi par exemple ici en 1929, tout au bout de la bulle qui s'est produite, on aurait perdu moins 86%. Donc je ne veux pas vous affoler, ça va peut-être pas arriver de la même manière parce qu'à l'époque, il y avait quand même moins de liquidité sur les marchés. Donc on venait prendre des grosses raclées comme ça sans s'arrêter. Je ne vous dis pas que ça a été moins violent ici, ça a été tout aussi violent, mais on a perdu entre guillemets que 50%. Si on n'a pas de bonne stratégie, c'est sûr qu'on va paniquer. Si on a 100 000 euros, on se retrouve avec 50 000 euros. Après, en dehors des périodes de stagnation, on avait aussi des corrections qui peuvent faire mal au portefeuille. Donc, moins 35% dans une tendance haussière. Ce n'était pas forcément une période de stagnation. Ici, pareil, à la bulle des .com, donc ça, c'était la folie d'Internet, on avait moins 50%, pareil. Ici, c'était la crise des subprimes, on avait moins 57%. Donc vous voyez que c'est assez violent et ça en fait c'est vraiment du plus haut au plus bas et c'est-à-dire que l'année peut clôturer à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas d'aussi grand débattement quand je vous ai montré les pires années. Là, c'est vraiment à l'intérieur de l'année de combien ça va varier. Et si on regarde notre portefeuille tous les jours, on aurait vu du moins 60%. Donc, c'est vrai que c'est pas cool. Donc, je pense que j'aurais été celui qui aurait paniqué fortement de voir mon portefeuille divisé par deux si j'avais pas eu de stratégie concrète ou d'outils que j'ai par exemple créé ici parce que justement, je supporterais pas ce genre de crash. Et ici, vous voyez qu'en fait, j'ai paramétré cet outil-là pour repérer les creux ou du moins proches des bottoms ultimes pour pouvoir être plus à l'aise quand je vois qu'il y a un petit crash qui va se produire ou éventuellement une récession ou quelque chose de plus grave. Et je sais qu'en mettant dans ces creux-là, j'ai de grandes probabilités que le prix rebondisse peu après et que je réduise mon prix moyen d'achat et ainsi moins stressé, faire plus de profit et être plus à l'aise quand je vois mes prix varier sur mon portefeuille global. Donc là, ça donne ça dans le temps. Donc ça, c'est des prix en temps réel. À l'époque, il s'est vraiment passé ça. Et l'algorithme a détecté tous les creux comme vous voyez ici. Donc j'aurais pas eu de mal à mettre des sous à chaque fois qu'il y a eu des creux. Malgré que ça repère des creux qui sont parfois hauts par rapport à la tendance globale. Mais j'ai aussi un autre outil qui me permet de voir la tendance générale. Et vous voyez ici quand ça devient rouge, et rouge écarlate et qu'on vient sous ces grosses moyennes mobiles ici, je me serais méfié et j'aurais peut-être attendu un peu plus que vraiment ce crash. Ça dépend de l'actualité aussi un tout petit peu. Et j'aurais peut-être commencé à réaccumuler dans cette zone ici par exemple. Là, rebelote, vous voyez, cette moyenne mobile fait office de résistance et en fait, quand on commence à passer dessous, faut un peu s'inquiéter, mais c'est pas le cas d'aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas pour aujourd'hui, on est toujours en tendance verte et on est loin d'être retourné comme ça à la baisse avec cette moyenne mobile rouge comme ça que je vous ai montré. Donc voilà, c'était le petit point aujourd'hui de à quoi s'attendre si vraiment on investit en bourse et qu'on se prend un crash dans la gueule. Je pense que ça ferait plaisir à personne, mais si vous avez une stratégie long terme avec des achats sûrs sur des ETF
ETF par exemple qui combine la puissance de plein de sociétés à la fois sur plein de secteurs, normalement vous devriez bien vous en sortir. Et même pendant les périodes de stagnation, si vous achetez de bons prix, alors vous serez serein sur le long terme. Je vous dis à la prochaine.